C'est l'heure? Ouais, je crois que c'est le moment, hein. Mais c'est le moment de quoi? C'est pas carré. Tu connais pas l'instant Whipsy ou quoi? Parola ai giovani ragazzi. La vida de los jóvenes. Die jung lebt. Apagani Sardutianne. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant Whipsy. Aujourd'hui, je suis avec des gens qui ne voient pas les limites mais qui les dépassent. À ma droite, Lou Méchiche, championne du monde de parasurf. Bonjour. Et en face de moi, Christian Liebert, champion de handi-pêche. Bonjour. Je vais vous poser 2-3 questions par rapport à l'inclusion et le handicap. Et voilà, on va essayer de pouvoir vous donner la parole et de supprimer les préjugés que les gens ont sur le handicap. Et pouvoir aussi essayer de donner de l'espoir à ceux qui sont touchés d'un handicap de près ou de loin. La première question que je voudrais vous poser, ce serait comment est-ce que vous vivez votre handicap, vous personnellement? Donc, moi, au début, c'était pas du tout facile. Je me détestais quand je me regardais dans un miroir et que je me disais j'ai un handicap, j'avais honte, j'avais du dégoût, j'avais plein d'émotions horribles envers moi. Et à ce moment-là, un certain moment, je me suis dit que justement, je voulais me mettre en compétition pour prouver aux autres et à moi-même que notre différence, c'était une force. Et ça m'a beaucoup aidée, effectivement, de me le prouver que c'était possible. Et j'ai également eu Pita, mon chien guide, qui m'a beaucoup aidée. Car avec la canne blanche, les regards, ils étaient super lourds. Il y avait beaucoup de regards qui fuyaient aussi, les gens qui changeaient de trottoir, etc. Alors qu'avec Pita, mon chien guide, c'est tout l'inverse, hein. Les gens, ils viennent, ils veulent parler avec moi, ils me posent des questions sur mon handicap sans aucun tabou. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Okay. Et j'ai accepté ma différence et je me suis entourée de ceux qui ne voulaient rien changer en moi et qui m'ont acceptée dans ma totalité, dont avec mon handicap. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu accepter totalement mon handicap et aller de l'avant. Ok, c'est parfait. Et toi ? Pour moi, c'est un petit peu différent. En fait, moi, j'étais valide jusqu'à il y a 15 ans et en fait, je suis atteint d'une maladie auto-immune. Et du coup, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, je suis devenu handicapé, en fait. Alors là, ça a été un super choc parce que j'avais une vie extraordinaire, entre guillemets, où je voyageais beaucoup, tout allait bien. Bien sûr. Et du jour au lendemain, en fait, t'es presque plus rien et tes amis s'en vont, enfin ceux qui ne sont pas vraiment des amis, en fait. Et tu te retrouves un petit peu seul au monde. Et puis après avoir touché le fond de la piscine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Je reste au fond ou j'essaye de remonter? Et puis je me suis dit que la vie, elle était magnifique et que ça valait le coup de vivre à fond. Et voilà, je me suis adapté. Et puis du coup, j'ai réussi. Je suis hyper heureux aujourd'hui de ma vie et franchement, je profite pleinement de chaque instant. Ok, parfait. Actuellement, dans votre vie quotidienne, le regard des gens, est-ce qu'il vous pèse ou est-ce que vous faites abstraction du regard des gens? Ou même, est-ce que les gens sont vraiment, comme l'a dit Lou, ils sont plutôt sympas, avenants envers vous? Voilà, quel est le regard des gens dans votre vie quotidienne? Alors, c'est vrai que comme je disais, avec la canne, j'avais l'impression qu'ils étaient très lourds. Mais je ne pense pas que le regard des gens, c'était... ils se disaient que des mauvaises choses sur moi. Au contraire, je pense que c'était plein de questions qui n'osaient pas poser. Et vu qu'ils me voyaient avec une canne blanche, ils devaient se dire qu'on ne le voit pas, le regard, de toute manière. Donc ils pouvaient, mais c'est vrai qu'on le ressent. Okay. Et puis j'étais au collège aussi, donc c'était très compliqué. Au collège, on est très méchants entre nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part des fois, il y a quelques personnes qui sont pas forcément très gentilles, mais vu que maintenant j'accepte mon handicap, moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Ça te passe au-dessus, quoi. C'est ça. Okay. Et j'essaie plus de leur parler pour les autres qui, eux, n'acceptent pas encore leur handicap que pour moi, parce que je sais à quel point ça peut faire très mal. Mais sinon, c'est toujours hyper bienveillant, plein de questions, ou alors de l'ignorance. Mais c'est jamais ou très rarement de la méchanceté. Ok. Alors pour ma part, en fait, j'ai eu le sentiment que, moi, comme j'étais valide, j'avais un regard vraiment différent par rapport au handicap. Et puis,
En fait, j'ai l'impression que le handicap, ça fait peur. En fait, ça fait peur aux gens et les gens, en fait, ils ont un réflexe de changer de chemin ou de pas discuter, de pas échanger. Et quand on est handicapé, en fait, puisque je le suis aujourd'hui, en fait, on a plutôt tendance à se renfermer, de pas vouloir embêter les gens, de rester dans sa petite bulle et tout, ce qui est pas bon non plus. Et en fait, voilà, je me suis aperçu que si on fait un petit effort d'aller vers les gens valides et de pouvoir d'être avenant, de discuter avec eux, eux-mêmes, je pense que ça les met en confiance et ça facilite en fait l'échange et l'inclusion. Voilà. Et je me suis rendu compte de ça. Ok. Par rapport à l'inclusion, quelle serait votre définition de l'inclusion pour vous dans la vie quotidienne par rapport à votre handicap ? Alors, pour moi, l'inclusion, ce serait vraiment le vivre ensemble, en fait. On ne cherche pas... en fait, on cherche à tout le temps être à égalité, donc tout le temps essayer de s'adapter, que ce soit de notre côté, mais pas que de notre côté, parce que c'est souvent à nous de s'adapter. Et des fois, ça serait bien qu'on arrive à un endroit et que les gens viennent automatiquement nous aider. Et, en fait, une vraie entraide. Ok. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus quand même. Ouais. Quand il y a des problèmes, par exemple, d'accompagnement, moi je l'ai vu dans un train. L'assistance m'a laissé un petit peu en galère dans la mauvaise voiture, tout ça. Wow. Et il y a plein de personnes qui sont venues et qui m'ont aidée de eux-mêmes. Ils sont venus, ils m'ont vu galérer à porter ma valise avec mon chien guide. Et ils m'ont amenée à ma place, ils m'ont accompagnée, jusqu'au bout. Okay. Et pour moi, c'est ça l'inclusion, c'est en fait l'entraide entre nous. On est tous humains et on peut tous apporter quelque chose. Donc pour moi, c'est ça, vraiment l'inclusion, c'est pouvoir être aidé et sans se sentir comme un poids, en fait. Ok. Pour moi, je trouve que moi, ça fait 15 ans que je suis invalide et en fait, je vois que ça change, ça a bien changé. Moi, il reste encore... Moi, ce que je trouve le plus grand problème, c'est pour se déplacer. Je ne sais pas si toi, tu as les mêmes soucis, mais en fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, c'est vrai, mais il y a encore... je pense que ça manque de place de parking à certains endroits. On ne peut pas accéder vraiment partout. Les trottoirs, c'est pareil. Moi, j'ai des difficultés pour descendre et tout ça. Des fois, il n'y a pas de bateau. Il y a plein d'endroits où des fois des marges, des choses. En fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, c'est vrai, mais il reste encore un petit pas pour nous inclure vraiment dans la société et qu'on puisse aller partout sans difficulté, sans y penser. Okay. Et en fait, moi, quand je vais quelque part, ma première préoccupation, c'est savoir si je peux y aller, si je ne vais pas être mis en danger, si je ne risque pas de tomber ou des choses comme ça. Mais globalement, je trouve que ça a beaucoup évolué et dans le bon sens. Voilà. Et concrètement, dans quels endroits vous vous sentez bien et dans quels endroits vous sentez que c'est beaucoup plus difficile pour vous ? Alors moi, l'endroit où je me sens le mieux pour me déplacer, ça serait ma ville, donc à Bordeaux. La ville de Bordeaux, je m'y suis tellement perdue que maintenant, je la connais très bien. Donc tous les trams, là, ils m'en ont rajouté 2, donc va falloir se perdre encore un peu, je pense. mais c'est vrai que en fait, une fois on s'est perdu plein de fois, on arrive à se retrouver. Okay. C'est un peu l'étape à surmonter. Okay. Et l'endroit où je suis le moins à l'aise, je dirais que c'est les métros parisiens, où là, c'est un cauchemar pour y accéder et être en sécurité, surtout. Donc oui, vraiment, les métros, la gare aussi, quand il n'y a pas l'assistance, quand il y a ce genre de petits problèmes. Okay. C'est vraiment, je pense, les moments les plus compliqués pour moi. Okay. Donc voilà, ça serait ça, la réponse. Toi, quelque chose à rajouter ? Pour moi, alors... Là où je me sens le mieux, c'est dans la nature, en fait, un élément en fait, au bord de l'eau. Ouais. En fait, parce qu'au bord de l'eau et dans la nature, on est tous égaux, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé, on n'est pas discriminé, on est paisible avec les oiseaux. Enfin bon, c'est un peu poétique, mais c'est un peu ça. Moi, je trouve, je me ressource vraiment au bord de l'eau. Toi, j'imagine, c'est un petit peu comme ça aussi sur les vagues et tout. C'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que c'est évident. Voilà. Mais c'est la liberté, en fait, pour nous. Parce que, on est tranquille, on est serein, on est dans un bel élément. Et aller dans les villes, pour moi, c'est plus compliqué parce que, c'est pas forcément vraiment adapté. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et c'est des choses que j'aime moins. Okay. Tout à l'heure, tu as parlé d'assistance.
Qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas du tout. À quoi ça te sert? Comment tu la contactes? Je sais pas. Alors, du coup, on a plein d'assistances différentes. Donc, il y a pour le train, donc avec la SNCF. On a pour l'avion avec Alysia. Ok. Et du coup, en fait, en prenant notre billet de train, billet d'avion, on va les contacter directement via un numéro ou directement en réservant les billets Ok. pour expliquer que du coup, on a tel handicap, donc moi malvoyante, accompagnée d'un chien guide, et que j'ai besoin d'être accompagnée parce que du coup, il faut trouver... Bon, déjà, il faut trouver le lieu de l'assistance. Alors ça, c'est déjà une épreuve. Ok. Parce qu'ils nous disent, oui, mais il y a les bandes podotactiles, mais entre ceux qui restent dessus avec leurs grosses valises et les travaux, donc ça change, mais pas les bandes podotactiles. Enfin, c'est hyper compliqué à trouver. Ouais. Et après, en fait, ça nous permet de nous déplacer jusqu'à notre train ou avion, à la bonne place aussi, parce que rien que trouver sa place, c'est une mission, mission impossible si on est seul d'ailleurs. Okay. Et il nous aide aussi à transporter notre valise, parce que quand on est comme ça, parce qu'on a un chien devant et la valise derrière, c'est un peu complexe. Donc voilà, il nous accompagne jusqu'au bout, pour être sûr qu'on soit aussi en sécurité jusqu'à la fin de notre voyage. Donc ça sert à ça, les assistances. Très bien. Toi, tu utilises les assistances ? Non, j'ai pas d'assistance. Non, mais j'ai juste... ma compagne et puis des amis. Voilà. Mais en fait, j'aime bien me déplacer, mais en compagnie, pas seul. Voilà. Oui. J'aime moins et puis j'aime bien partager, donc voilà. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des situations de discrimination ou d'exclusion dans la ville, à des endroits, je sais pas ? Alors oui, je pense à quand j'étais plus jeune et que je voulais faire du sport, par exemple, et qu'au début, on arrivait et on expliquait directement que j'étais malvoyante, mais que je pouvais très bien suivre le cours. Fallait juste que... Donc, c'était des cours de danse. Ouais. Avant, moi, j'aimais beaucoup la danse. et du coup, les professeurs me disaient que ça allait pas être possible directement. Alors, on a opté pour la deuxième technique, de rien dire, et puis demander si tout s'était bien passé à la fin. Ils disaient oui, il y avait 2-3 petits bugs. Et là, on expliquait pourquoi. Et après, ça se passait beaucoup mieux. Donc, on a dû adapter, finalement. Okay. Et aussi, je pense à ce qui m'arrive le plus souvent aujourd'hui, même si c'est quand même rare, c'est les refus d'accès dans des lieux publics dus à mon chien guide. Donc voilà, ça arrive quand même trop souvent, même si ça arrive pas énormément. Mais ça range quand même. On a une asso l'ANM, qui on fait des signalements. Et puis après, elle leur remonte les signalements, les problèmes. Et du coup, ça nous permet de pouvoir leur envoyer les lois, des stickers aussi, qu'ils peuvent mettre sur leur vitre pour que les gens comprennent mieux. Et après, ça va beaucoup mieux. Donc, malgré les problèmes qu'on a, je trouve qu'on arrive de plus en plus à améliorer ça et de plus en plus vite. Donc, ça reste hyper positif, je trouve. Tant mieux, il y a du bon dans le mauvais, quoi. C'est ça. Non, moi, pour ma part, non, ça va. Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu de situation. Discrimination ni d'exclusion. Non. Ok, tant mieux. Tant mieux. Quels gestes ou attitudes les autres font envers vous qui vont vraiment faire la différence par rapport à d'autres choses Par exemple, toi qui parles de ta femme qui t'accompagne pour aller marcher ou pour aller je ne sais où, quels sont ces petits gestes qui font la différence par rapport aux autres, par rapport à la vie de tous les jours ? En fait, pour moi, c'est une sécurité. En fait, je sortirais certainement moins. Quand tu es tout seul et que tu as un handicap, il peut t'arriver n'importe quoi. Tu vois, je peux trébucher, si je tombe, je peux pas me relever. Donc là, c'est un sacré problème. Ouais. Donc quand je suis avec quelqu'un, je suis bien plus détendu, je suis en confiance et voilà, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aider au cas où, quoi. Okay. Bon, ça arrive pratiquement jamais, mais voilà, c'est surtout une sécurité et puis une confiance. Bien sûr. Ok. C'était quelque chose à rajouter Du coup, pas spécialement. Okay.
Que voudriez-vous dire à quelqu'un qui n'ose pas parler du handicap, pas peur de mal faire, d'être, par peur de vexer sans vouloir vexer? Alors c'est très délicat parce que chacun a sa tolérance. Par exemple, moi j'adore les blagues sur mon handicap. Ok. Moi j'adore quand on me vanne dessus. Et que je connais la personne quand même. Quelqu'un Oui. qui arrive dans la rue, oh t'es handicapé. Enfin franchement je le prendrais pas hyper bien. Bien sûr. mais voilà, en fait chacun a sa tolérance, chacun accepte son handicap à son échelle aussi. Donc c'est un peu délicat, Ok. effectivement. Mais je pense que en fait c'est vraiment échanger et poser des questions, demander si ça ne le dérange pas, s'il est à l'aise et qu'il n'hésite pas aussi à le dire s'il y a quelque chose qui le dérange ou sans comment dire Infantilisé? Merci, j'arrive pas à parler aujourd'hui, la personne, parce que ça c'est des problèmes qu'on rencontre pas mal et voilà, c'est pas très agréable. Donc surtout penser à ça qu'on est normaux en fait, Oui. voilà, qu'on a un petit truc en plus, c'est tout. Donc voilà, à partir du moment où c'est bienveillant en fait, Ouais. et on peut que être ok avec ça. Ok. Moi, je pense voilà, comme tu dis, il faut surtout en parler, il ne faut pas avoir peur. Et ça c'est super important. Et je trouve, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Jarry, dans ses spectacles, je sais pas si... Ouais. Mais lui, en fait, il y va à fond. C'est énorme ce qu'il fait et ce qu'il dit, mais moi, je trouve que ça fait vachement de bien parce que ça crève un abcès un peu... Ouais, voilà, c'est clair. on peut rigoler de tout du moment, comme tu dis, que c'est fait avec bienveillance. Voilà. Et moi, je suis le premier à rigoler voilà, quand il parle des fauteuils et tout. Je me dis, bah ouais. Mais c'est pas des gens qui sont laissés dans leur coin, il les fait participer comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve formidable. Ça, c'est clair. Ça fait du bien. Toi, comment tu es arrivé au sport que tu pratiques? Comment tu es arrivé au surf, en fait? Alors moi du coup au début donc je suis malvoyante due à une tumeur cérébrale qu'on a découvert à mes 2 ans et demi et j'avais donc des chimiothérapies. J'ai suivi 120 séances de mes 2 ans et demi à mes 7 ans. Et pendant cette période-là, du coup, je me sentais vraiment emprisonnée en fait par les traitements, par ce combat aussi, ce combat pour vivre et pour avoir un minimum de vue aussi. Et je rêvais de liberté en fait, je rêvais d'être comme les autres petites filles de mon école, pouvoir courir, me faire mal, qu'on me laisse tomber sans que y ait un rendez-vous derrière médical ou quelque chose comme ça. Et mon grand frère, il me parlait beaucoup de son sport, le surf. Et il me disait comme quoi c'était trop bien parce que déjà on était dans l'eau et moi j'adorais l'eau. Si j'étais pas dans le lac ou dans l'océan, j'étais dans mon bain. Il fallait tout le temps que je sois dans l'eau. Donc c'était évident déjà pour moi que j'allais faire un sport d'eau. Et il me disait comme quoi on se sentait bien, on se sentait libre, on oubliait tous nos problèmes dans l'eau. Et je me disais waouh, mais là c'est un rêve que tu me décris, c'est pas possible. Un sport qui rapporte tout ça là, comme émotion. Ok, il faut que j'essaye. Donc dès que mes traitements se sont arrêtés, que mon corps avait un petit peu pris de forme. C'était pas encore le top, mais bon, j'allais pas attendre jusqu'au bout non plus. J'attendais déjà assez. J'ai couru à l'eau. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu que mon frère déjà ne mentait pas. Et je me suis dit, ok, ça y est, j'ai trouvé ma passion. Okay. Parce que aussi, c'était quelque chose que je voulais énormément découvrir. C'était ma passion, parce que j'entendais tout le monde parler de ça, mais moi, j'avais pas eu l'occasion de la trouver. Et c'est là que vraiment j'ai eu l'impression que ma vie commençait réellement, que j'allais pouvoir être une petite fille comme les autres et que ça y est, une fois que j'avais mis les pieds dans l'eau, je me suis dit ça y est, les chimios, c'est terminé, c'est derrière moi. Maintenant, si j'ai un combat, ça sera un combat positif. Okay. Et c'est là où tout a commencé. Voilà, jusqu'à finir championne du monde quand même. Franchement, bravo. Hein. Merci. Et toi, du coup, Christian... tu as été 3e en première nationale de pêche, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer la pêche malgré ton handicap? Justement, lorsque j'ai vu les Paralympiques et ce fameux nageur brésilien, je me suis dit waouh. J'avais pas osé faire le pas parce que je me suis dit dans l'état où je suis, ça sert pas à grand chose. Okay. Et quand j'ai vu ça, je l'ai vu lui, puis j'ai vu d'autres aussi, ça force l'admiration, franchement. Okay. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas grand-chose par rapport à eux, donc je vais essayer de sortir de ma bulle un peu, de ma zone de confort, et je vais essayer de le faire. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de super positif aussi, et de compatible, mon binôme, là,
voilà, ça a matché, puis on est parti, on s'est entraîné, et on a fait une super saison, et l'année prochaine, j'espère être qualifié pour les championnats du monde là, en Croatie. Et oui. Voilà. Mais j'ai vu aussi, vous connaissez Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, et voilà, c'est des gens qui forcent l'admiration parce que voilà, ils ont des handicaps très lourds, ils ont eu des difficultés incroyables, mais voilà, ils ont essayé de faire quelque chose de leur vie avec ce qu'ils avaient. En fait, voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Ouais. Et ce qu'il faut, voilà, c'est le faire avec passion, comme tu dis. Moi, je trouve ça, moi, je suis passionné aussi, et quand tu es passionné, il n'y a rien qui t'arrête, quoi. Okay. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les règles de votre sport, du coup, en lien avec votre handicap? Comment vous faites les adaptations? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, du coup, nous, il y a 9 catégories dans notre sport. Okay. Donc, il y a du surf allongé, à genoux, debout, avec assistance ou non, selon les freins rencontrés par les athlètes. Alors, moi, dans ma catégorie, du coup, donc dans la catégorie malvoyante, on est debout sur la planche et on est accompagné. Donc, en fait, mon binôme, il a 3 mètres de moi sur une planche avec des palmes, sur un body, vraiment selon ses préférences. Ouais. Mais à 3 mètres de moi, surtout. Okay. Et il me décrit tout. Donc, en fait, c'est vraiment mes yeux. Donc, avant d'entrer dans l'eau, déjà, il va me décrire un peu le plan d'eau. Si c'est calme, si c'est plutôt gros, petit, moyen, et creux ou assez plat. Et une fois dans l'eau, il va me prévenir quand les vagues arrivent, si les vagues sont cassées ou pas. Okay. Et il va me prévenir après, retourne-toi, ok, rame, va 1 heure à gauche, 1 heure à droite. On parle avec l'horloge. Okay. Et je me repère également au bruit du vent, au ressenti du vent, du soleil aussi. Okay. On tape, voilà. Et l'odeur des frites aussi sur la plage, l'été. Et du coup, et lui après, une fois que j'ai pris ma vague, soit il arrive à me suivre et il est très fort, soit c'est pas possible. Et là, j'essaie de me repérer comme je peux, où il essaie de crier au fond de l'eau et j'essaie de l'entendre. Donc voilà, c'est comme ça, en tout cas pour moi, les adaptations en parasurf. Pour nous, la pêche, en fait, ça se passe en 3 manches, 3 fois 3 heures, et c'est sur 3 jours. Donc, on a une manche par jour de 3 heures. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai mon binôme qui m'aide à faire tout ce que je ne peux pas faire physiquement, c'est-à-dire amorcer, voilà, faire les boules d'amorce et puis les jeter. Ça, je ne peux pas le faire. Il m'aide à épuiser le poisson aussi. Donc, il a l'épuisette, il est à côté de moi. En fait, il est installé juste à mes côtés. Et voilà, donc, il m'aide à épuiser le poisson. Il m'installe tout mon matériel. Donc moi, quand tout est installé, j'arrive et voilà, je peux sonder les lignes. En fait, tout ce qui est facile pour moi que je peux encore faire physiquement. Et puis voilà, donc on pêche et à la fin de la pesée, donc c'est lui on a des bourriches spéciales pour pas abîmer les poissons parce qu'on pêche en no-kill. En fait, il s'est pesé en 30 secondes avec une balance électronique. Ils sont remis à l'eau aussitôt. Voilà, pour préserver l'intégrité des poissons. Bien sûr. Voilà, puis après, il remballe tout et puis on fête la victoire ou pas. Ok. Qu'est-ce que le sport vous apporte au quotidien? Alors, certes, vous performez, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose en plus au quotidien, voilà? Alors, pour ma part, ça m'a apporté l'acceptation de mon handicap et de moi-même, du coup. Voilà. Et ça m'apporte de la fierté. J'avais jamais été fière de moi avant le sport. C'est très compliqué de dire ok, là je suis fière de moi. Et après, une fois qu'on a réussi à être champion du monde avec l'équipe de France, qui a pour moi été la plus belle des victoires, car le collectif c'est très fort, c'est très puissant, et en individuel aussi, là on peut que se dire ok, là je suis fière de moi. Donc en fait ça m'a permis prendre confiance. Vraiment prendre confiance, apprendre à m'aimer. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On veut aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Mais pour aimer les autres, il faut aussi apprendre à s'aimer. Donc ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'école de la vie, le sport, pour moi. Okay. Pour moi, ça m'a appris à sortir de ma bulle, en fait, de sortir de ma zone de confort et puis d'aller rencontrer des gens. Ça faisait 25 ans que je ne les avais pas vus, souvent, la plupart, et puis de voyager. En fait...
Bon, j'ai connu ça, mais en fait, de le revivre à nouveau, et puis avec ce handicap, franchement, et puis j'ai voilà, des attentions aussi, des gens qui sont contents de me revoir, et ouais, c'est assez touchant. Ouais. Et en fait, on réintègre la société, en fait, quelque part. Oui. Et puis après l'hiver, bon, bah, je prépare mon matériel, donc j'ai toujours des trucs à faire. Bon, j'ai des appels maintenant d'un peu partout, parce que voilà, je suis de nouveau dans le circuit. Voilà, bon, je prépare le championnat du monde pour l'année prochaine, donc... Ouais. Voilà, on commence à discuter avec le staff et tout. Enfin, voilà, ça me remet comme j'étais il y a 30 ans, donc je prends un grand coup de jeune, là. Poser des questions sur ton chien. Comment ça se passe de recevoir un chien de guide? Comment ça marche Alors, du coup, moi, c'est assez particulier parce qu'en plus, je l'ai eu quand j'étais mineure. Et il n'y a que 2 écoles dans le monde qui remet des chiens guides à des mineurs. Okay. Donc, une en France et une au Canada. On a de la chance, on est bien placés. et du coup, c'est la Fondation Frédéric Gaillan qui me l'a remis. Et donc, au début, moi, j'avais fait une petite lettre de motivation. Pourquoi je voulais un chien guide et tout, en fait, une grosse lettre de motivation. Ouais. Et après, du coup, j'ai eu un stage de 2 jours pour découvrir qu'est-ce que c'était d'avoir un chien guide. Bon, ça m'a encore plus motivé. Enfin, non, le premier, j'étais malade, j'avais 41 de fièvre, j'avais pas pu bouger. Donc, on a dû en faire un deuxième, un an après. Et ça m'a encore plus motivée à vouloir un chien guide. Et surtout que je n'en pouvais plus, cette canne blanche qui me rappelait tout le temps mon handicap. Des fois, je ne la prenais même pas. Du coup, je prenais des risques énormes. Combien de fois j'ai failli me faire renverser? Combien de fois je suis tombée? Je revenais avec de la boue partout. Ma mère me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée. Enfin voilà, c'était horrible et très dur aussi mentalement tous les jours. Donc je rêvais de ce chien. Et après, on a 1 semaine de stage pour voir si on est en capacité d'avoir un chien. Si on se rend compte que c'est pas qu'un chien guide, c'est pas un outil de travail, c'est beaucoup plus que ça. C'est un binôme en fait. Et du coup, après, on a les 3 semaines, si on est capable. Enfin, d'abord, ils viennent chez nous pour voir si on vit en maison, en appartement, si on a d'autres animaux. Parce qu'ils ne vont pas nous passer un chien qui a vécu toute sa vie en maison si on habite en appartement, par exemple. Et 3 semaines après, enfin, les 3 semaines de stage, du coup, les 2 premiers jours, on va essayer, plusieurs chiens guides pour voir quel binôme match le mieux, tout ça. Et après, les éducateurs et nous, on donne nos avis et on nous remet notre chien guide au bout du 2e, 3e jour. C'est à ce moment-là où on m'a remis Pita en me disant que c'est un courageux surfeur, Pita. Il a peur de l'eau, hein. Mais bon, il a plein d'autres qualités, je le promets. Et c'est à ce moment-là où ma vie, elle a vraiment pris un autre tournant et elle a changé, elle a glow up, on peut le dire. Et du coup, tu t'es rentrée directement avec ton chien? C'est ça, donc après les 3 semaines où on nous forme, on nous apprend, on rentre avec le chien à la maison. Et après, du coup, moi, du coup, j'étais au collège à ce moment-là. J'avais 14-15 ans. Et puis, ça avait 1 an et demi. Il a commencé très tôt le collège. Et du coup, en fait, il y a les éducateurs de chien guide, du coup, qui nous accompagnent jusqu'au collège. Ils nous accompagnent dans nos déplacements classique pour prévenir des règles, qu'il ne faut pas caresser un chien guide, qu'il ne faut pas donner à manger un chien, enfin tout ce genre de règles. Voilà, c'est ça. Donc auprès de la famille aussi, parce que c'est très compliqué pour eux aussi de ne pas faire tout ça. Et après qu'ils ont formé un peu l'entourage, ils repartent et ils nous laissent le chien, bien sûr. Ok, très bien. 2 petites dernières questions. Si vous pouviez changer quelque chose demain pour rendre la société plus inclusive, qu'est-ce que vous pourriez changer? Si vous avez une idée. Si vous n'en avez pas, c'est pas... Moi, je dirais retirer tous les tabous et toutes les barrières qui nous empêchent d'avancer. Parce que pour moi, c'est ça qui nous empêche d'évoluer. C'est vraiment la peur, les barrières, les tabous, toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer. Et aussi permettre... de mettre dans la tête de tout le monde qu'on peut tous faire quelque chose, on a tous un talent pour quelque chose, alors il faut écouter sa petite voix et il faut foncer. Et comme ça, je pense que les choses, elles évolueront énormément. Très bien. Pour moi, en fait, je pense qu'il faut
il faut qu'on soit plus visible. Parce qu'en fait, voilà, bon, il y a les Paralympiques, ça fait un gros coup de pub sur. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est en fait le handi-pêche, le handicap, le handi-surf, c'est peu mis en avant en fait par rapport aux autres sports et par rapport aux sponsors aussi. Et donc on a en fait ce manque de visibilité. Donc voilà, moi je suis venu aujourd'hui pour ça aussi, c'est pour essayer d'agiter un petit drapeau. Coucou, on est là. On existe et ça c'est super bien et bienveillant je trouve de nous permettre d'échanger aussi puis de faire comprendre que le handicap c'est pas une lacune mais ça peut être quelque chose de bien et puis pour des gens des fois qui sont valides et qui se plaignent tout le temps voilà ça peut leur permettre d'avoir un petit déclic et puis de se dire finalement la vie est belle. Oui, ok. Merci beaucoup, merci pour ces réponses, c'était parfait. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié vous derrière votre écran. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain Instant Wipsy. Et à la prochaine. C'était l'Instant Wipsy. À bientôt.